Eurocreative est de retour pour cette année 2022 et je suis très heureux de vous retrouver avec un nouvel épisode de notre série Décryptage créatif. Vous connaissez désormais le principe de ce format, il s'agit d'un entretien rapide avec un expert afin d'analyser un événement particulier ainsi que son contexte et ses possibles perspectives de développement. Les premiers jours de ce mois de janvier semblent confirmer que l'actualité en Europe centrale et orientale est extrêmement intense. Cela s'est également vérifié au cours des fêtes de fin d'année, alors que nous dégustions crustacés, foie gras et autres réjouissances, la Lituanie se retrouvait au centre des préoccupations. En effet, les querelles diplomatiques existant entre Vilnius et Pékin ces derniers mois se sont dramatiquement approfondies ces dernières semaines, alors que la Chine semble vouloir faire de l'État balte un exemple. Cette dernière menant actuellement des actions de coercition économique à l'encontre de la Lituanie. Si l'attention médiatique face à ces développements est restée discrète en France, il s'agit bien évidemment d'un problème très sérieux pour Vilnius, mais qui préoccupe également, et à juste titre, les Européens. Pour décrypter cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Bondaz. Antoine, vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. Vous y dirigez les programmes Corée et Taïwan sur les questions de sécurité et de diplomatie. Et vos recherches portent donc principalement, pas exclusivement, sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine. Antoine, merci de votre présence et bienvenue sur Décryptage créatif. Merci, et c'est un grand plaisir que de participer à cette petite émission. Merci bien, Antoine. Et donc, cette première question, j'aimerais qu'on la fasse autour d'une mise en contexte de ces tensions donc, entre la Chine et la Lituanie. Il convient de rappeler qu'en 2021, la Lituanie, notamment à travers son nouveau gouvernement, un gouvernement qui a été élu au cours de l'automne-hiver 2020, un gouvernement de centre-droit, c'est un gouvernement qui a été très vocal face à la Chine, tout en opérant un rapprochement concret avec Taïwan. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces développements plus ou moins récents donc au sein des relations sino-lituaniennes? Alors effectivement, on a eu un double processus, hein. Ça a été la dégradation progressive des relations entre Vilnius et Pékin, et en parallèle un rapprochement entre Vilnius et Taipei, les deux relations étant entre guillemets parallèles, mais étant de nature très différente, puisqu'il faut commencer, hein, par rappeler que Vilnius maintient évidemment ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, Pékin, et n'a pas établi de relations diplomatiques, hein, avec la République de Chine, entre parenthèses Taïwan, ce qui est le cas de seulement 14 pays aujourd'hui dans le monde, dont le Vatican ou des États des Caraïbes ou du Pacifique. Donc on a eu un changement politique, une évolution politique en Lituanie, mais on n'a pas eu un virage ou un tournant, hein, un virage, c'est-à-dire à 180 degrés. Ce qui s'est passé, vous l'avez parfaitement rappelé, c'est qu'on a eu, entre guillemets, non pas un durcissement, mais une évolution de la politique étrangère de la Lituanie, qui s'est traduit en réalité par une réévaluation des relations entre la Chine et la Lituanie, le constat ayant été fait à Vilnius, notamment que la relation avec la Chine n'avait pas apporté toutes les promesses et tous les engagements qui avaient été faits et qui avaient été faits par Pékin, et donc que Vilnius pouvait, entre guillemets, trouver un intérêt à diversifier ses relations et notamment à se renforcer dans la zone Indo-Pacifique et notamment avec Taïwan. Là aussi, je pense qu'il faut rappeler un contexte un peu plus large, hein, de la politique étrangère de la Lituanie. On a une volonté de Vilnius de renforcer sa présence diplomatique et plus largement les relations que le pays peut avoir avec les pays de la région qui, pendant, il faut le comprendre, de très nombreuses années, et notamment évidemment depuis le début des années 90, n'ont pas été la priorité des priorités de la Lituanie, la priorité étant évidemment, hein, les relations avec les États-Unis, l'Europe, la Russie. Et on voit ces dernières années un renforcement du réseau diplomatique lituanien dans la région Indo-Pacifique, avec par exemple l'ouverture d'une ambassade en Corée du Sud, l'ouverture d'une ambassade en Australie et l'ouverture non pas d'une ambassade mais d'un bureau de représentation ou l'équivalent à Taipei. Donc on a dans, entre guillemets, cette évolution politique de la Lituanie trois grandes actions qui ont été prises, ou plutôt deux et demi. La première, ça a été la décision lituanienne de quitter un format de coopération spécifique qu'on appelait le 17 plus 1. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un format de coopération qui initialement s'appelait le 16 plus 1, un format de coopération entre des pays d'Europe centrale et orientale avec la Chine. Le plus 1 étant évidemment la Chine, tout en précisant, hein, que ces pays ne sont pas tous membres des États membres de l'Union européenne, puisque par exemple l'Ukraine, hein,
fait partie du 16+1, faisait partie du 16+1, mais n'était pas, évidemment, il n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Le 16+1 a évolué, puisqu'en 2019, la Grèce l'a rejoint, c'est donc devenu le 17+1, et la Lituanie, en 2021, a pris la décision de quitter ce format de coopération avec deux arguments principaux, hein. Le premier que je mentionnais précédemment, les promesses chinoises, notamment d'investissement, de coopération économique, ne s'étaient pas forcément réalisées. Et deuxièmement, parce que la Lituanie souhaitait insister sur le format de coopération entre l'Union européenne et la Chine, ce que parfois à Paris on appelle plus cocassement, entre guillemets, le 27+1, c'est-à-dire Union européenne-Chine ou Union européenne États membres et Chine. Ça a évidemment créé la colère de la Chine, qui a essayé initialement de relativiser évidemment cette annonce, et puis surtout qui a ensuite commencé à menacer la Lituanie pour éviter évidemment que d'autres pays ne fassent la même chose. Et là, l'inquiétude à très court terme de la Chine, c'est notamment potentiellement que la République tchèque fasse la même chose, puisque le gouvernement de Prague vient de publier début janvier les nouvelles directives en matière de politique étrangère, et le pays appelle à un renforcement des relations avec l'ensemble des pays indo-pacifiques, dont Taïwan, mais aussi une réévaluation des relations avec la Chine. La deuxième décision forte, entre guillemets, la décision et demie, ça a été la décision d'ouvrir un bureau de représentation lituanien à Taipei, donc à Taïwan, et d'accepter la réciproque, c'est-à-dire l'ouverture d'un bureau de représentation taïwanais à Vilnius. Alors là aussi, un élément de contexte. La Lituanie, en réalité, en faisant cela, en ouvrant un bureau de représentation, ne fait rien d'exceptionnel, ne fait rien d'unique, puisque vous avez aujourd'hui quasiment 20 pays de l'Union européenne qui ont une représentation à Taipei, c'est le cas de la France, le bureau français, et l'équivalent, c'est-à-dire que Taïwan a des bureaux de représentation dans différentes capitales de l'Union européenne, par exemple à Paris, à Madrid, à Rome, etc. Là où il y a une décision entre guillemets et demie, c'est le choix du nom. Et c'est le choix du nom qui, pour les autorités chinoises, officiellement, même si on y reviendra, ça va évidemment au-delà de ça, pose problème, puisque la Lituanie a décidé de nommer ou d'accepter que ce bureau soit nommé en tant que bureau de représentation taïwanais, quand dans les autres pays européens, il est appelé bureau de représentation de Taipei. Et à partir de ce moment-là, la Chine a considéré qu'il y avait une rupture de ce que la Chine appelle son principe d'une seule Chine, quand la Lituanie et les différents États européens considèrent que ce que nous, on appelle la politique, non pas le principe d'une seule Chine, est maintenu, c'est-à-dire la Lituanie ne reconnaît que la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime représentant la Chine. Il n'y a donc pas deux Chines, et donc la conséquence logique, c'est que Vilnius n'a pas de relation diplomatique avec la République de Chine, Taïwan. Et donc on est dans un problème d'interprétation, la Chine considérant que la Lituanie a violé son principe, quand la Lituanie, avec le soutien des Européens, considère que sa politique, elle, n'a pas été violée. Très intéressant et merci d'être venu donc avec précision et avec clarté sur tous ces développements qui furent nombreux, certes, en 2021 et qui ont eu des conséquences donc en cette fin d'année. Et je trouve qu'il y a un point très intéressant que vous soulevez, c'est le fait que la Lituanie a été précurseur donc dans cette diplomatie un petit peu plus qui met un peu plus de fermeté dans sa relation avec la Chine. Vous l'avez dit, c'est probablement pas le seul pays en Europe centrale et orientale qui va suivre cette voie. Prague, vous avez dit, peut-être Tallinn également. Euh, il y a donc une peur à Pékin qui est un suivi de cette position ferme de Vilnius. Et donc, ça explique peut-être aussi pourquoi Pékin veut faire de Vilnius un véritable exemple et donc mène depuis quelques semaines des pratiques de rétorsion diplomatique assez importantes et aussi ce qu'ont appelé certains médias, certains analystes, une véritable guerre économique. En cela, ils essayent de caractériser aussi des mesures en fait de coercition économique à l'encontre de Vilnius. Euh, Quels sont les risques pour Vilnius aujourd'hui avec cette action, ces actions chinoises, et que se passe-t-il concrètement sur le terrain? Alors effectivement, pour déjà un peu rappeler le contexte des différentes pressions et sanctions chinoises.
Donc depuis cet été, hein, l'été 2021, la Chine a pris une série de mesures, des mesures qui sont à la fois politiques, diplomatiques et des mesures qui sont économiques, même si Pékin assume les premières mais n'assume pas les secondes. Donc sur les mesures politiques, ce sont des mesures qui sont classiques hein, et que évidemment la Chine, comme tout autre État, peut faire. Il y a eu premièrement le rappel de l'ambassadeur de Chine à Pékin et la réciproque, c'est-à-dire le rappel de l'ambassadrice lituanienne à Vilnius. Et puis la Chine est allée plus loin puisqu'elle a dégradé, elle a rabaissé le niveau de représentation diplomatique puisqu'on refuse désormais que la Lituanie soit représentée au niveau de l'ambassadeur, de l'ambassadrice, c'est-à-dire une dégradation des relations diplomatiques. Donc il y a des relations diplomatiques, mais elles ne se font plus au plus haut niveau, c'est-à-dire le niveau classique, hein, le niveau des ambassadeurs. Donc ça, ce sont des sanctions politiques, diplomatiques, avec évidemment hein, la rupture des dialogues bilatéraux, des rencontres bilatérales. Ce sont des décisions qui sont, bon, entre guillemets, je ne sais pas si elles sont légitimes, mais en tout cas qui sont assez classiques hein, dans un différend bilatéral politique. Le problème, c'est que la Chine est allée évidemment bien au-delà et qu'elle a associé des mesures économiques à ces mesures politiques. Les mesures économiques, elles sont de deux natures. Elles visent à la fois le commerce bilatéral avec la Lituanie, l'objectif par exemple étant d'empêcher la Lituanie de continuer à exporter vers la Chine ou que la Chine ne puisse plus, que les entreprises chinoises n'exportent plus vers la Lituanie. Et on a vu se multiplier hein, les rapports du gouvernement lituanien, des entreprises, hein, lituanienne sur, par exemple, certains cargos qui étaient bloqués, qui ne pouvaient plus, évidemment, débarquer leurs marchandises en arrivant en Chine, etc. Sauf que la Chine est allée beaucoup plus loin, puisqu'on pourrait dire que tant qu'il y a des sanctions économiques, même si elles sont évidemment critiquables, ça restait des sanctions purement bilatérales, c'est-à-dire entre la Lituanie et la Chine. La Chine, en réalité, est allée plus loin, puisqu'elle a désormais décidé de sanctionner des entreprises européennes qui ont dans leur chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'elles utilisent des composants, des biens, etc., en provenance de Lituanie. Concrètement, une entreprise automobile allemande qui utiliserait des roues ou une carrosserie ou un levier de vitesse qui viendrait de Lituanie ne pourrait plus exporter vers la Chine demandant à ce que l'entreprise lituanienne soit enlevée des chaînes de valeur, c'est-à-dire voilà, des chaînes de production, in fine, de ces entreprises. Et là, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses puisque ce qui commence initialement hein, comme un problème politique bilatéral entre Pékin et Vilnius se transforme de fait comme un problème multilatéral et économique entre l'ensemble des États membres et notamment Bruxelles, l'Union européenne, avec la Chine. Pour une raison simple, l'Union européenne a la compétence hein, en matière de questions commerciales. C'est l'Union européenne hein, qui négocie les grands traités de libre-échange, etc. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et puis surtout, ce sont des entreprises européennes, encore une fois, et non pas uniquement lituaniennes qui sont sanctionnées. Et donc ça change vraiment la nature du problème. Et je sais que beaucoup de personnes critiquent le choix initial de la Lituanie d'avoir choisi le nom qui a été choisi. Moi-même, personnellement, je pense qu'ouvrir le bureau de représentation était évidemment bienvenu. Le choix de ce nom n'était pas forcément très productif, mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, la décision a été prise par la Lituanie et le problème, ce n'est pas tant le nom de ce bureau que les sanctions qui ont été prises par Pékin et les conséquences, y compris pour nos entreprises. Et donc la question qui doit se poser désormais au niveau européen, et y compris pour les Français, et c'est pour cela que des représentants hein, du Quai d'Orsay se sont exprimés dès le début du mois de janvier, il y a la nécessité pour l'Europe de répondre face à cette coercition économique. Mais avant peut-être de parler dans une troisième question de ce qu'on pourrait faire, ce que l'Europe peut faire, ce que la Lituanie peut faire, revenir sur aussi votre question sur le fait que la Chine veut créer un précédent. Elle veut créer un précédent, mais pas seulement parce que c'est la Lituanie, entre guillemets. Elle veut créer un précédent parce qu'il y a grosso modo trois objectifs dans les pressions chinoises. Le premier, il vise la Lituanie et il vise à éviter justement que la Lituanie ne devienne un précédent. C'est justement sanctionner fortement la Lituanie pour essayer de convaincre d'autres pays qui seraient potentiellement tentés de faire la même chose, de ne pas le faire. On pense par exemple à la République tchèque, il pourrait y avoir d'autres pays. On a vu par exemple la Slovaquie hein, envoyer son ministre de l'économie à Taïwan à la fin de l'année 2021. Mais il y a deux autres grandes dimensions qui sont fondamentales et qui font que ce problème n'est pas encore une fois seulement un problème bilatéral. La volonté de Pékin, c'est aussi de montrer
que la solidarité européenne n'existe pas, de montrer qu'en réalité, on peut isoler un des États membres, faire pression sur lui, voire même, et c'est le cas aujourd'hui, sous-traiter la coercition économique à des entreprises européennes, puisque l'objectif, c'est de faire pression sur les entreprises européennes pour que ce soit elles qui fassent pression sur la Lituanie. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Et puis, le troisièmement, c'est une pression vis-à-vis des États-Unis. Et c'est ça qui est avant tout en jeu, en réalité. C'est dans la relation sino-américaine, puisque Washington a apporté un soutien extrêmement clair à Vilnius depuis déjà plusieurs mois. Ça s'est traduit par des rencontres à très haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Washington. Il y a eu plusieurs échanges, encore une fois, à très haut niveau. Les États-Unis ont apporté un soutien, y compris financier, des lignes de crédit pour faciliter les exportations et les importations lituaniennes et compenser une partie, évidemment, des conséquences économiques des sanctions chinoises. Et là, l'objectif de Pékin, c'est quoi? C'est de décrédibiliser en réalité le soutien américain et de démontrer aux pays européens, mais plus largement, qu'en réalité, en matière économique, quand la Chine décide de sanctionner, les Américains ne peuvent rien faire et que le soutien américain n'est pas suffisant. Et donc, il y a cette dimension purement sur la Lituanie, ne pas créer de précédent, cette dimension sur l'Europe, montrer qu'il n'y a pas de solidarité européenne et qu'on peut isoler un des États membres, et cette dimension américaine qui est de dire que le soutien américain, en réalité, n'est pas crédible car il n'est pas suffisant. Puis on pourrait ajouter une quatrième dimension, qui est la dimension par rapport à Taïwan, même si en réalité elle est bien secondaire dans ce cas-là. Pour Taïwan, évidemment, l'objectif est d'éviter que la Lituanie ne change le nom, puisque ce serait non pas un camouflet, mais un revers politique léger, mais ce n'est encore une fois pas le vrai objectif. Il faut bien comprendre que là, on n'est pas simplement sur la question d'un nom, d'un bureau, puisqu'encore une fois, ce n'est pas une ambassade, c'est simplement un bureau de représentation. Les enjeux, ils vont bien au-delà, et c'est ça, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, et effectivement, vous avez devancé ma question. On s'est intéressé à des dimensions bilatérales dans les deux premières questions, mais ça pose évidemment un problème multilatéral. Vous avez mentionné les États-Unis, vous avez mentionné aussi et surtout les Européens, l'Union européenne, Bruxelles et les États membres. Donc, ce qu'on a vu ces dernières semaines, je pense que vous mentionnez notamment les propos de certains représentants, propos anonymes pour l'instant dans un article distribué ces derniers jours, qui disait en D'où ma fait. mention des représentants de haut niveau du Quai d'Orsay. Voilà, tout à fait, pour la précision, qui disait qu'aujourd'hui, l'Union européenne travaillait sur un outil anti-coercition au niveau économique, que cet outil n'est pas prêt aujourd'hui, qu'il ne le sera pas dans ces prochaines semaines. Les négociations mettent évidemment du temps, mais la France, qui, rappelons-le, est à la tête de la présidence de l'UE, c'est depuis quelques jours. La France veut soutenir la Lituanie et demande, ou en tout cas enjoint ses partenaires à mettre en place des mesures de réponse pour notamment prouver cette solidarité européenne. Ça va dans le sens de l'autonomie stratégique européenne ou des divers noms qu'on a pu utiliser à Paris à propos de cette nécessité de faire que l'Union européenne devienne un acteur politique, géopolitique majeur au sein du système international. Et donc, dans le même temps, on voit que l'Allemagne, par contre, a une réponse beaucoup plus délicate. Le gouvernement, enfin la coalition gouvernementale vient d'accéder au pouvoir. Les réponses sont un peu plus ambivalentes et notamment des problèmes entre une rivalité entre les élites économiques, les élites politiques. Alors, ma question, elle est que peuvent faire ces acteurs qui sont engagés malgré eux dans cette querelle au départ bilatérale? Que peut faire l'Union européenne? Que peuvent faire les États membres? Et plus spécifiquement, que peut faire la France? Puisque c'est bien ça, vous l'avez rappelé dans vos 4 objectifs de la politique chinoise, c'est vraiment de montrer que personne ne peut rien faire pour la petite Lituanie et que si un autre pays se met à avoir des initiatives telles que celle-ci, personne ne pourra rien faire et que de toute façon, ils perdront. Donc, Ouais. que faire? Alors effectivement, et là-dedans, il faut une approche qui soit multilatérale. Parce qu'encore une fois, ce n'est plus un problème bilatéral. Ça a commencé comme un problème bilatéral. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, pour revenir rapidement sur l'instrument anti-coercition, c'est un instrument qui est en négociation en réalité depuis assez longtemps entre les États membres et la Commission. En décembre, elle a présenté un premier brouillon, c'est-à-dire un draft d'un instrument anti-coercition. C'est bienvenu, mais c'est tout à fait normal. Dans les institutions européennes, ça prend du temps, c'est négocié, c'est amélioré, c'est voté. Donc cela prend du temps et il est normal que
il ne soit pas possible en urgence d'adopter un instrument anti-coercition. Et surtout, cet instrument anti-coercition, il a des visées avant tout dissuasives. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'Union européenne puisse se doter d'un arsenal juridique qui soit utilisable, donc c'est un choix politique, hein, il peut l'être ou non, afin d'adopter des contre-sanctions s'il y a des sanctions visant à faire de la coercition économique contre l'Union européenne. Et donc l'objectif en réalité, c'est de dissuader un pays de prendre des mesures de sanctions commerciales notamment contre l'Europe. L'origine de ce projet, il n'est pas contre la Chine. Il vise, et il faut être très clair dessus, avant tout les États-Unis. On se rappelle évidemment de la guerre commerciale de l'administration Trump, plus largement des sanctions extraterritoriales américaines depuis plusieurs décennies. Et les Européens voulaient se doter d'un outil pour dissuader les Américains et plus largement d'autres pays de prendre des mesures contre les intérêts économiques européens. Mais entre guillemets, la Chine s'est invitée à la table. Alors plusieurs d'entre nous, depuis plusieurs années, expliquaient qu'il était très important de prendre également le facteur chinois lorsqu'on négociait l'instrument anti-coercition, parce que la Chine, un jour ou l'autre, non pas de par la nature de son régime, mais surtout de la part de son poids économique, pourrait potentiellement prendre des mesures et prendre des sanctions extraterritoriales. Et pendant de nombreuses années, entre guillemets, de nombreux officiels français, européens, rigolaient, entre guillemets, en expliquant non, non, c'était avant tout quelque chose que les Américains faisaient, les autres n'en faisaient pas. La réalité, c'est que, évidemment, la Chine en fait, comme d'autres pays, encore une fois, ce n'est pas forcément uniquement propre à la Chine, mais qu'il faut donc que l'Union européenne ait des outils, et les outils qui soient nécessaires. Ces outils, encore une fois, c'est des outils qui sont dissuasifs de contre-sanctions. Donc ça couvre une dimension qui est nous sommes sanctionnés, nous sanctionnons en retour. Et moi, je pense qu'il y a un autre élément qui est important, et j'en parle notamment dans un article récent publié pour l'Institut Jacques Delors, dans un rapport plus large de la relation Chine-Europe qu'on a remis au président Macron, c'est que la dimension des contre-sanctions est très importante, mais il y a aussi la dimension de l'absorption des sanctions. Il est aussi très important que les pays européens aient la capacité d'absorber le coût des sanctions. C'est-à-dire que les sanctions visant la Lituanie puissent être absorbées collectivement. Évidemment, c'est plus facile d'absorber des sanctions à plus de 400 millions que lorsqu'on n'est que 3 millions d'habitants en Lituanie. Si, par exemple, la Lituanie ne peut plus exporter certains biens, notamment des produits céréaliers, par exemple, je prends un exemple un peu lambda, du blé vers la Chine, il est assez facile pour les autres pays européens d'absorber entre guillemets, ces importations. De la même façon, si la Lituanie ne peut plus importer directement de Chine certains produits, il est possible de passer par un État tiers membre de l'Union européenne pour importer ces produits, puisque du moment où le produit est dans l'espace européen, alors il peut facilement transiter de Pologne vers la Lituanie. Ça, c'est juste un exemple. Et donc, cette dimension, comment est-ce qu'on atténue l'impact des sanctions pour, in fine, non pas dissuader le pays, mais lui dire, en réalité, vos sanctions, elles sont inefficaces. Non pas nous allons vous sanctionner en retour, mais vos sanctions ne peuvent pas atteindre l'objectif recherché. Et en quelque sorte, si vous voulez, c'est pour faire un parallèle avec les questions plus stratégiques, c'est comme quand on parle de dissuasion par le déni ou de dissuasion par le coup. La dissuasion par le coup, c'est de dire, si vous m'attaquez, la réponse sera telle que l'effet sera prohibitif pour vous. Ce sera trop coûteux. Ça, c'est grosso modo les contre-sanctions. Vous nous sanctionnez, nous allons vous faire des contre-sanctions, ce n'est pas dans votre intérêt. Puis la deuxième dimension, c'est la dissuasion par le déni. C'est de dire, vous allez nous attaquer ou nous sanctionner, mais en réalité, ça n'atteindra pas son objectif. Donc, ça ne sert à rien. Vouloir sanctionner la Lituanie, si ça n'a pas l'impact, l'effet politique recherché, n'a aucune utilité. Et je pense que c'est vraiment sur ces deux outils qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est comment, entre guillemets, réussir à répondre à ces sanctions et comment encaisser, entre guillemets, ces sanctions. Alors, encore une fois, ce que peut faire concrètement l'Union européenne, on verra les annonces proposées par la France dans les semaines ou les mois à venir, j'espère évidemment les semaines. Il pourrait y avoir des fonds d'aide à certaines entreprises, il pourrait y avoir une dimension plus politique, c'est-à-dire que dans les relations bilatérales, les différents États membres abordent cette question avec la Chine pour montrer qu'il y a une coordination et une cohésion au niveau européen. Et là-dessus, la France, elle a un intérêt pour au moins deux raisons. La première, c'est que la France, depuis début 2019, a cherché à accroître la coordination européenne sur la Chine. Ça s'est traduit, vous vous en rappelez peut-être, en mars 2019, par l'invitation de la chancelière Merkel et du président de la commission Juncker de l'époque à Paris, lors d'une visite d'État de Xi Jinping. L'objectif était de montrer que les États européens se coordonnaient
entre eux. Alors ça peut être critiqué, pourquoi il n'y avait pas la Pologne, etc. Mais en tout cas, la France est le seul pays à l'avoir jamais fait. Est-ce que ça a eu des conséquences importantes? Oui, ça a un peu désarçonné la Chine, ça a envoyé un message très important. Est-ce que ça a été vraiment suivi dans la durée? Je ne pense pas, puisque à l'octobre 2019, malheureusement, hein, par exemple, une délégation allemande avec la chancelière Merkel se rendait à Shanghai seule, quand la même délégation française qui se rendait au même endroit amenait dans la délégation le commissaire à l'agriculture de l'époque, qui allait devenir le commissaire au commerce, et donc qui allait négocier avec la Chine, Phil Hogan, ainsi que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche allemande. Donc là, problème de coordination européenne, en tout cas la France avait essayé de mettre en avant cette fameuse cohésion. Et donc il y a un intérêt à court terme pour la France de recommencer cela, montrer cette cohésion. Deuxième aspect, c'est le choix par la France de ses priorités en matière de présidence du Conseil de l'Union européenne, avec le fameux triptyque relance, appartenance, puissance. Et l'Europe ne peut pas être une Europe puissance si elle ne soutient pas un de ses États membres qui est sanctionné économiquement. L'Europe ne peut pas être une Europe puissance s'il y a des sanctions sans réaction de la part de l'Union européenne. Il ne peut pas y avoir d'autonomie stratégique ou de souveraineté stratégique si la politique étrangère d'un des États membres est dictée par Pékin, alors même, encore une fois, que Vilnius n'a pas établi de relations diplomatiques avec la République de Chine, Taïwan, et que la Lituanie, comme les autres États européens, et c'est rappelé d'ailleurs par la Commission, continue de suivre ce que nous qualifions de politique d'une seule Chine. Et ces prochaines semaines vont donc être déterminantes. C'est la raison pour laquelle on a voulu parler de cet événement, de ces développements qui peuvent paraître, on va dire, très limités. Une bataille commerciale entre la Chine et la Lituanie n'a pas forcément vocation en premier lieu à intéresser un grand nombre de gens, un grand nombre d'experts ou même de politiciens, malheureusement. Mais pourtant, c'est un enjeu qui est véritablement bien plus large qu'un enjeu purement lituanien. C'est un enjeu européen, c'est un enjeu pour aussi plus largement les démocraties. C'est un enjeu qui est à double titre. Et donc, ces prochaines semaines vont être déterminantes. Elles vont être déterminantes pour Vilnius, qui doit se sortir entre guillemets, de cette impasse, de cette période compliquée. Le gouvernement, notamment, a quelques problèmes à régler au niveau interne. Il y a de plus en plus de divisions aussi qu'il va falloir régler. C'est souvent le cas quand vous êtes en cohabitation. C'est assez normal et les Français le connaissent bien. Bien sûr. Ce sont des semaines déterminantes également pour l'Union européenne qui va devoir donc montrer son unité, montrer sa coordination. Et vous avez parlé du principe d'absorption des sanctions. C'est une illustration concrète de cette Europe puissance que la France défend. Et donc une semaine déterminante également pour Paris. Et enfin, des semaines déterminantes pour les USA comme pour la Chine qui veulent remporter finalement une bataille symbolique dans leur nouvelle confrontation stratégique, dirons-nous. Et nous finirons. Et sur ce point, peut-être juste une aparté, parce que c'est quelque chose qui est nouveau ces derniers jours. C'est aussi une coordination transatlantique sur cette question lituanienne, puisqu'on voit désormais que quelque chose qu'on appelle le EU-US TTC, le Tech and Trade Council, qui est donc une instance de coordination transatlantique qui a été initiée en 2021, devrait à ce titre évoquer la question des sanctions économiques sur la Lituanie, ce qui, encore une fois, est un outil important de coordination transatlantique pour que le bloc ne soit pas seulement européen, mais qu'il soit même au-delà transatlantique. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui sera très intéressant et à suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Une coordination évidemment nécessaire et c'est une coordination qui aujourd'hui en France doit être aussi comprise et qu'on pourrait, je pense personnellement, dépasser certaines facilités qu'on peut avoir aujourd'hui dans les débats sur l'OTAN, sur les États-Unis et sur notre relation transatlantique. Ce sera un sujet, je pense, fondamental dans la campagne présidentielle à venir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, bonne journée.